Nous allons parler avec nos trois invités. Jean-Clément Martin, professeur émérite à l'Université Paris 1, ancien directeur de l'Institut d'Histoire de la Révolution française, auteur notamment de Robespierre, la fabrication d'un monstre, chez Perrin en 2016, La Terreur, vérité et légende, chez Perrin en 2017, Les échos de la terreur, vérité d'un mensonge d'État, chez Belin en 2018. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Il y a aussi avec nous Suzanne Lévin, docteur en histoire moderne, chercheuse affiliée au laboratoire d'IPAC à l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Bonjour à vous. Bonjour. Avec nous aussi Corinne Gomez-Le Chevanton, vous êtes ingénieur d'études au CNRS Sorbonne Université. Avec vous, comme avec Suzanne Lévin, nous nous arrêterons notamment sur le procès Carrier et les noyades de Nantes. Bonjour à vous. Bonjour à vous tous. Merci de nous avoir rejoints donc pour cette conversation autour des crimes de la terreur. Alors la terreur, c'est cette période de la Révolution française constituée entre 1793 et 1794, caractérisée par la mise en place d'un gouvernement révolutionnaire avec le comité de salut public et le comité de sûreté générale. La terreur est désignée parfois comme une tyrannie avec le rôle essentiel de Robespierre, parfois comme un moment de résistance aussi au mouvement contre-révolutionnaire. Et le bilan humain de la terreur fait objet de controverses, alors même que les crimes de la terreur, et je mets là des guillemets, dans la nature comme dans leur degré de violence, font l'objet de débats historiographiques. Le crime de la terreur, l'existence même de ces crimes, ont fait l'objet de construction, peut-être bien, par la presse. On va voir ça, cette presse pléthorique pendant la Révolution française qui était un mode de circulation assez essentiel des idées pendant cette période. Ce sera un point de départ de notre conversation. Mais d'abord, à propos de la lecture qu'on a entendue à l'instant, qui était Jean-Lambert Tallien, avec les mots duquel on a démarré? Jean-Clément Martin, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur ce qui vient d'être lu et dit? Oui, un jeune homme absolument impressionnant par la rapidité de sa carrière, qui a été pendant quelques mois, quelques années, un des secrétaires de Tallien, qui a joué un rôle important dans la Commune, qui a certainement pris part aussi au massacre ou à l'organisation des massacres de septembre 1792, avant de devenir très jeune député malgré Robespierre. C'est un point important à la Convention, d'être envoyé comme représentant en mission notamment à Bordeaux, où à Bordeaux il se fait remarquer par les violences qu'il commet contre les opposants contre-révolutionnaires, et puis aussi, parce que c'est pas du tout une anecdote, par la liaison qu'il a avec la très jeune et très belle Teresa Cabarrus, que Robespierre certainement va faire envoyer en prison à la fin de l'été 1794, et Teresa Cabarrus risque la peine de mort. Tallien, déjà opposé à Robespierre, va profiter en quelque sorte de cette situation pour participer au complot qui abat Robespierre le 27 Thermidor, le 9 Thermidor, pardon, le 27 juillet 1794. Et surtout, alors ce qui me semble important, parce que je crois qu'il faut mettre tout de suite les pieds dans le plat, c'est que le discours de Tallien, c'est un discours qui est pour moi un coup d'État. C'est-à-dire qu'il a participé aux violences, il les a organisées, il a été réprimé par Robespierre pour avoir commis ces violences, et voilà qu'un mois après l'exécution de Robespierre, il a le culot, il n'y a pas d'autre mot, le culot de dire « ce n'est pas moi, ce ne sont pas tous les gens qui étaient avec moi qui avons commis toutes ces atrocités, mais non, c'est Robespierre qui avait organisé ce que Tallien invente littéralement, ce système de terreur, en disant « eh bien tout ça, ce sont des crimes et nous n'avons pas mis les mains dans le sang ». Bon, ce qui est quand même absolument hallucinant. Le résultat quand même, c'est que 1, il va rester au pouvoir, et que 2, vous venez de dire tranquillement que finalement la terreur avait existé de 1793 à 1794, qu'elle avait commis sans doute des crimes dont il fallait rendre compte aujourd'hui. Mais tout ça, c'est de l'invention. Et chapeau Tallien, bravo, on est déjà là dans la preuve que finalement l'assassin revient sur les lieux du crime et par-dessus le marché les enjolive. Ah, non seulement il les enjolive, mais vous dites qu'il invente. En fait, il crée ce qu'on appelle aujourd'hui du storytelling. En quelque sorte, il crée un... Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le sens commun historique, je ne parle pas des historiens, mais ce qu'on a en tête, tout un chacun, quand on réfléchit à la Révolution, est-ce que c'est Tallien qui nous l'a inscrit dans la tête, l'idée même de terreur? Ah oui, oui, absolument, parce que le mot terreur existe depuis très longtemps. Le mot terreur est, tout au long de la Révolution, le principe de gouvernement que les révolutionnaires ne veulent pas adopter. Puisque la terreur est pour les révolutionnaires l'œuvre du despotisme, des tyrans, des rois.
Donc, hors de question d'exercer la terreur. Mais à partir de la fin 1792, du milieu 1793, les sans-culottes et une partie des Jacobins réclament qu'il y ait une terreur exercée contre les ennemis. Et il va y avoir un jeu en septembre 1793 entre les montagnards et les sans-culottes pour dire, on va organiser des armées révolutionnaires, on va vous donner les moyens d'exercer une terreur, mais on ne mettra pas de terreur à l'ordre du jour. Là, les montagnards passent à côté d'une façon absolument incroyable. Et pour faire bref, il va y avoir des oppositions systématiques à tout système de terreur à plusieurs reprises jusqu'à la veille de son exécution. Robespierre dira qu'il ne veut pas de système de terreur. Et alors c'est vrai que en février 1794, il aura tenu un discours très compliqué, mais qui dit en gros que l'exercice de la terreur fait partie des privilèges de ceux qui sont capables d'organiser la vie politique. C'est ce qu'il appellera le despotisme de la liberté. Dit autrement, j'ai le droit, moi, avec la Convention, de contrôler la violence et je vous interdis à vous tous de l'exercer librement. Dit autrement, il canalise la violence. Mais en attendant, il refuse effectivement système de terreur. Et tout ça renvoyé à l'inventeur, puisque quand Robespierre est mis à mort, il est mis à mort pour avoir tué les sans-culottes, Hébert, et pour avoir mis à mort les indulgents, Danton, et donc d'un seul coup, tout ce qui vient d'arriver est incompréhensible pour les gens. Personne n'arrive à comprendre qu'il y ait eu tous ces coups d'État successifs, toutes ces éliminations de gens qui étaient puissants un jour et dénoncés comme contre-révolutionnaires le lendemain. C'est totalement incompréhensible. Donc, on va dire que Robespierre est l'inventeur, le profiteur de cette terreur, qu'il a commis tout un tas de crimes, au passage inventés, mais d'un seul coup, reconnaissons à Tallien qu'il donne une compréhension de ces événements qui étaient incompréhensibles et que ça arrange tout le monde, parce que ceux qui avaient participé à la chose disent « c'est pas moi ». Ceux qui avaient suivi sans rien comprendre disent « ah, enfin on comprend ». Et ben voilà, il y a une explication, la terreur a dévoré ses enfants et la terreur devient l'expression de la liberté qu'il faut contrôler. Vous aurez compris que je cite Hegel, tout simplement, la phénoménologie de l'esprit. Les crimes d'un seul coup servent à la philosophie générale sur laquelle nous vivons toujours. Jean-Clément Martin, vous vouliez intervenir? Là, c'est un des points absolument essentiels de notre rencontre d'aujourd'hui. C'est que ce qui se produit à partir de septembre-octobre 1794, c'est que tous les gens qui ont participé effectivement aux répressions à Bordeaux, à Lyon et à Marseille, nommément Barras, Tallien, Fouché, vont faire porter le chapeau, si je puis dire ça comme ça, à Robespierre d'abord, et puis ensuite, ils vont charger Carrier, qui est un personnage bizarre, mais ce personnage se retrouve marginalisé dans la Convention, et il y a quelque chose qui est absolument hallucinant, c'est que Babeuf, le futur Gracchus, mais qui s'appelle encore François Noël, dans l'automne 1794, a des comptes à régler avec Robespierre qui l'avait envoyé en prison, et il est à l'évidence payé par Fouché pour produire un pamphlet. On parlait des pamphlets tout à l'heure. Et là, voilà un pamphlet absolument fondateur qui aujourd'hui encore est toujours lu, toujours cité pour dénoncer les crimes de la Convention dans l'Ouest. C'est Babeuf qui invente cette idée de populicide en Vendée, qui aurait été commandé par Robespierre et exécuté par Carrier. Alors quand on sait que c'est Robespierre qui a fait revenir Carrier à Paris en février 1794, qui devait le faire guillotiner, et que Carrier a participé au complot contre Robespierre, imaginez que Carrier et Robespierre sont de mèche, c'est idiot. Sauf que ça marche. Voilà. Et que ça marche toujours aujourd'hui, et qu'encore aujourd'hui, on estime que le populicide a été inventé par le couple
couple Robespierre-Carrier, et je cite quand même le titre d'une émission de télévision récente, Robespierre, le bourreau de la Vendée. Donc là, on a affaire à quelque chose qui est absolument essentiel. Et on comprend qu'ensuite le malheureux Babeuf se soit rendu compte qu'il a été un peu instrumentalisé. Bon, et il va en mourir. Mais je voudrais aussi insister sur le fait que non seulement on est dans la presse, mais on est bien dans des écrits, et on est dans un moment où le roman noir, le mélodrame, le roman gothique, toutes les atrocités possibles commises sur des malheureuses victimes, de préférence des jeunes filles, c'est la mode de l'époque, et qu'on comprend bien que tout ça trouve un écho absolument considérable dans l'opinion. Ce n'est pas seulement de la politique, c'est vraiment de la culture collective populaire. Et nous en vivons toujours. Voilà un texte d'une pièce qui aurait inspiré à Clémenceau la phrase suivante: la révolution est un bloc dont on ne peut rien distraire. Une manière aussi d'accréditer l'idée de la terreur un siècle plus tard. Cette imagerie est arrivée jusqu'aux spectateurs de cette pièce de Victorien Sardou, et finalement c'est aussi l'idée de comment une image, un récit, un storytelling, une simplification, une grille de lecture, aussi arbitraire soit-elle, passe à travers les âges, Jean-Clément Martin. Oui, alors si vous me permettez, je pense qu'il faut effectivement revenir à cette pièce qui a été jouée le 24 janvier 1891 et qui entraîne effectivement, et vous avez eu parfaitement raison de le rappeler, l'intervention absolument vigoureuse de Clémenceau qui va effectivement inventer cette formule: la révolution est un bloc, et il continuera même en disant c'est que cette admirable révolution par qui nous sommes n'est pas finie, c'est qu'elle dure encore, c'est que nous en sommes encore les acteurs, c'est que ce sont toujours les mêmes hommes qui se trouvent aux prises avec les mêmes ennemis. Bon, et là, c'est vraiment une formulation extraordinaire, d'autant plus extraordinaire quand on sait quand même que Clémenceau n'avait pas été partisan de la Commune, qu'il avait des démêlés avec les autres républicains. C'est quand même quelque chose d'assez, je dirais, à la fois étonnant et compréhensible, si on redit les choses autrement quand même. En 1794, c'est une partie de la Convention, la partie majoritaire de la Convention qui dit « une minorité a fait la terreur ». Bon. Et tout le monde oublie. Bon. On fait comme si de rien n'était pendant 5 ans, et on accuse aussi les opposants d'avoir créé la terreur blanche en 1815 et en 1795 pour dire que finalement, entre la terreur de Robespierre et la terreur des royalistes, il y a une espèce d'équivalence. Bon. Et il y a aussi quelque chose, moi, qui me frappe absolument, c'est que on ne s'interroge jamais, et pour cause, sur le début de la terreur. La terreur, on sait quand elle est théoriquement terminée. Le 9 Thermidor, tout le monde descend, et la terreur, il n'y a plus de terreur. Bon, c'est au moins ce qu'on dit. Mais on ne dit pas quand est-ce qu'on est monté dans le train, parce que tout le monde est monté dans le train depuis le début. Si bien que, pour un certain nombre de gens, moi je dirais encore aujourd'hui, la terreur a commencé le 14 juillet 1789 quand même. Et donc il va y avoir là un gigantesque embarras des partisans de la Révolution à dire: il faut admettre qu'il y a eu des divisions dans le camp des Républicains, et il faut admettre qu'il y a eu cette manipulation, et ça traduit aussi le fait que quand on est, grosso modo pour faire bref, partisan de la Révolution, on ne sait pas comment parler de la violence de la Révolution. Ce qui permet aux opposants de dire bien c'est toute la Révolution qui est violente. Et donc il a fallu attendre quand même, je vais dire, jusqu'à la fin du 19e siècle pour qu'on essaie de détricoter un peu tout ça. Et il a fallu attendre quand même la fin du 20e siècle pour qu'on essaie aussi de séparer et d'expliquer historiquement, parce que si la Révolution a commis des crimes, sans rentrer dans trop de polémiques, bon, moi je dirais quand même que la Révolution a commis beaucoup de violence, mais qu'au même moment, l'Empire napoléonien a commis quand même des crimes, notamment dans la guerre d'Espagne ou la guerre en Italie, qui mériteraient quand même d'être comparés à ce qui s'est passé en France 10 ans plus tôt. Alors on va arrêter la polémique, hein. Les comparaisons sont toujours embêtantes, mais il faut quand même bien voir que nous sommes tellement obnubilés par les crimes de la Révolution que ça arrange la mémoire nationale et que ça permet ces grandes manifestations d'enthousiasme et de défense et de critique qui nous occupent tout le temps quand même.
Voilà, et qui font l'objet encore, on l'a compris, d'un travail d'historien et d'historienne. Quant au crime de Napoléon, j'imagine qu'on en fera peut-être l'objet d'une prochaine série noire à la une. Bref, il y aura peut-être d'autres choses, d'autres voiles à lever à ce moment-là. Merci à vous, à tous les trois, Jean-Clément Martin, Suzanne Lévin et Corinne Gomez-Le Chevanton. Merci de nous avoir éclairés sur la question, je mets les guillemets, des crimes de la terreur.